Oui, alors bonjour à tous et merci de soutenir la Ligue par votre présence. J'ai réfléchi à un sujet d'actualité et finalement décidé que de traiter du vaccin pédocriminel des enfants qui me tenait à cœur de m'intéresser à ce que faisait Kennedy et à la personnalité de Kennedy. Alors, vous savez que Robert Kennedy Jr. est donc devenu ministre de la Santé aux USA. Et je voulais vous d'abord parler de lui et un peu des mesures qui sont envisagées. Alors voilà le fil conducteur de mon exposé. C'est parler un peu de la famille Kennedy, de sa carrière d'avocat, de son aspect anti-vax selon la doxa, de son action dans la politique et des dernières décisions ministres. Alors, dans la famille Kennedy, il faut demander le grand-père, dans le jeu des 7 familles, parce qu'ils ont souvent 7 enfants, les Kennedy. Et je voulais vous signaler 2 livres qui me paraissent extrêmement importants. Il y en a un qui va faire plaisir aux conférenciers précédents. C'est Notre faux ami l'Amérique. C'est un livre qui est édité à compte d'auteur par quelqu'un de très éminent, docteur en sciences économiques, ancien PDG de haut niveau, qui traite de notre faux ami l'Amérique, et qui a battu les records Amazon alors qu'il est auto-édité. Et puis un livre qui est aussi très important, édité dans la dernière année, La mafia à la Maison-Blanche, par un commissaire de police français extrêmement minutieux, où là il est question de la famille Kennedy, en particulier du grand-père, Joe, qui s'était enrichi au moment de la Prohibition, dans la vente de l'alcool importé par le Canada, entre autres, et qui avait des liens avec la mafia et qui avait il avait 4 enfants, dont le président JFK, qui était le second. Le premier s'appelait Joe, le 3e Robert, et le 4e Ted. Et il voulait que ses enfants aient les premiers postes aux États-Unis. Donc il a d'abord joué la carte Joe, son fils aîné, qui est mort en fait à la guerre. Et c'est JFK, né en 2017, élu président en 61, assassiné le 22 novembre 63. J'aime bien ces formules, en particulier sa formule ne te demande pas ce que ton pays va faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Donc après son assassinat, il avait un petit frère qui était Robert, qui était son ministre de la Justice, qui était aussi son confident extrêmement proche. Il n'y a pas beaucoup de livres sur sa biographie, qui parlent de sa biographie, il n'y en a qu'un en langue française. Après l'assassinat de son frère président, il est resté ministre de la Justice. Apparemment, c'était d'ailleurs peut-être lui qui était la cause indirecte de l'assassinat, parce que certains cercles mafieux avaient considéré qu'il avait trahi la mafia, auquel était vaguement, ou je ne sais pas dans quelle mesure, lié le grand-père. Mais en tout cas, ça a été murmuré. Et il est resté ministre de la Justice sous Lyndon Johnson, le successeur. Il a ensuite démissionné et il a voulu refaire carrière politique. Il a réussi à se faire nommer à la primaire démocrate. Et là, une fois qu'il a été nommé primaire démocrate, il a été assassiné devant pas loin de sa famille, en public. Alors, à ce moment-là, un de ses fils, Robert, l'actuel ministre, avait 14 ans. Il en avait 9 quand son oncle, le président, est mort. Et finalement, il a pris un relais différent. La famille Kennedy est d'origine irlandaise, catholique, avec des familles nombreuses, et très attaché au Parti démocrate. Et donc, il fait ses études classiques, il étudie à Harvard, il devient un avocat de l'environnement, puis s'intéresse à la santé publique. Alors, il a fait une carrière d'avocat importante, puisqu'à partir de 1983, il y a la fameuse opération Waterkeeper, c'est-à-dire conserver l'eau. Autour de la baie d'Hudson, il défendait les pêcheurs qui étaient accusés de vendre des poissons infestés de mercure. Et alors qu'en fait, les poissons bouffaient de l'eau polluée au mercure par les industries d'amont.
Donc là, il a gagné ses procès. Il a probablement gagné beaucoup d'argent parce qu'il a fait payer les pollueurs. Il a même été jusqu'à fonder une association mondiale en 1999 qui regroupe 350 associations dans le monde engagées dans la défense de l'eau, des rivières et des lacs, et même des baies et des détroits. Il a eu moins de succès, je crois, dans ses procès contre Monsanto. Et puis, le point de départ, c'était donc le mercure dans les poissons. Et un jour, je vais raconter une petite histoire, Sarah Bridge, c'était une femme, mère de famille, qui avait fait un dossier colossal sur le vaccin, sur le mercure contenu dans les vaccins. Vous savez qu'on utilisait un produit qui s'appelait le thymérosal, qui était un stabilisant désinfectant quand il y avait des vaccins multivalents, qui a longtemps été utilisé. Lui qui connaissait le mercure, Sarah Bridge lui a dit « mais il faut arrêter le mercure dans les poissons, d'accord, tu as résolu, mais voilà le dossier sur le mercure des vaccins ». Il y avait un gros paquet de dossiers. Il y avait notamment beaucoup de travaux scientifiques ou des études qui faisaient une corrélation entre le mercure et les troubles cérébraux. Donc, je crois qu'elle l'a coincé. Elle lui a dit « je ne sortirai pas tant que tu n'auras pas de ton bureau sans que tu fasses ça ». Il lui a donné aussi beaucoup d'argent, je crois. Et donc, il s'est mis à s'intéresser à la santé des enfants. Et il a fondé Child Health Defense, c'est-à-dire la défense des enfants, de la santé des enfants en 2006. Il a cofondé ça. Alors, pour avoir un peu une idée sur sa vision des choses, il faut lire ses bouquins. Il y en a deux absolument remarquables. Il y en a un consacré au mercure, mais qui n'est pas traduit en français, Laissez parler la science. Il y en a un autre sur le laboratoire Wuhan. Et il y en a deux que je vous recommande particulièrement. Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, qui traitent à la fois du sida, du Covid, des effets vaccinaux, et puis un petit recueil assez toxique, vacciné, non vacciné, dans lequel j'ai puisé pas mal d'informations. Alors, quelle est la situation vaccinale aux États-Unis? Puisqu'on dit qu'il est anti-vax, c'est comme ça qu'il est présenté. Eh bien, il y a 4 millions de nouveau-nés environ par an aux États-Unis, et le nombre de doses de vaccins qu'ils reçoivent est actuellement colossal, puisqu'on est passé de 5 doses en 62 à 73 doses avant 18 ans actuellement, avec 16 vaccins différents, les doses étant des rappels inclus, etc. C'est exigé au niveau des écoles et au niveau des États, mais il y a la possibilité d'une objection religieuse à la vaccination, mais qui n'est pas tellement utilisée finalement. Et en 1986, il y avait eu une action sous Reagan, qui était le fait qu'on reconnaissait la possibilité d'accident au vaccin, et avec un fonds dédié à l'indemnisation des victimes d'accidents secondaires. Donc ça, c'était sous Reagan. On avait reconnu aussi, à cette époque-là, quelque chose qui ne figure pas sur la diapo, mais qui est très important, c'est que le fait que le gouvernement américain devait fournir, à la suite de cette réflexion sur les vaccins, tous les 2 ans, un rapport des services officiels de recherche médicale, des rapports sur la sécurité des vaccins. Et qu'a-t-il été fait au cours des 2 dernières années? C'était le but et l'engagement de Reagan sur la sécurité des vaccins. On en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, entre 1988 et 2023, il y a eu 5 milliards de dollars d'indemnisation pour accidents vaccinaux. Alors, je passe sur le calendrier vaccinal, qui est absolument dément, puisqu'ils ont tous les vaccins français, plus la grippe, en multiples injections. Alors, il y a en parallèle Children Health Defense et Kennedy ont mis les chiffres suivants en parallèle. En même temps qu'augmentent les vaccins, le nombre d'injections augmente l'autisme ou les troubles associés, puisqu'il passe de 1 à 10 000 naissances à 1 sur 36, peut-être même 32 actuellement. Je cite Robert Kennedy Jr. L'autisme, les troubles de l'attention et l'hyperactivité, l'épilepsie, les troubles auto-immuns, les allergies mortelles, le syndrome de mort subite du nourrisson, le diabète, les troubles de l'apprentissage et d'autres encore sont en augmentation depuis plus de 30 ans.
plus de 50% de nos enfants souffrent de maladies chroniques. 49,5% des adolescents de 13 à 18 ans souffrent de troubles mentaux. C'est inacceptable. 77% des jeunes américains sont inaptes au service militaire, si j'ai rajouté ça. Alors, quel est le projet de Kennedy et du Children's Health Defense en matière de vaccins? Premièrement, soumettre les vaccins au même processus d'AMM rigoureux que les autres médicaments. Il faut savoir que quand vous mettez sur le marché un médicament, ils vous l'ont expliqué ce matin, très bien, il y a 4 phases. Les 3 premières phases sont très importantes. Une fois qu'on a montré qu'il y avait une certaine efficacité, il faut absolument comparer cette efficacité, la tester avec des groupes, un groupe témoin placebo qui n'a rien. C'est-à-dire, il faut, voilà, ça c'est requis pour toutes les mises sur le marché, pas pour les vaccins. Pourquoi ? Parce que pour les vaccins, on considère que on vérifie qu'ils produisent des anticorps ou une réponse immunitaire, cellulaire ou anticorps. On dit, s'ils produisent ça, c'est bon. Ce n'est pas la peine de vérifier un réel. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de médecine scientifique des vaccins. Parce qu'il y a quelques essais thérapeutiques, mais il n'y a pas la base réelle pour la plupart. Voilà. Et quand en 2017, Robert Kennedy parlait au premier mandat de Trump, il avait rencontré Fauci en disant « Mais nous, on voudrait voir les essais thérapeutiques contre placebo qui montrent que les vaccins sont vraiment importants. » Alors Fauci était dans son bureau, il avait un chariot, il raconte ça. Lui, ils sont là, mais montrez-les-nous, montrez-les-nous. Puis, non, je ne les ai pas, on ne me les a pas apportés, enfin, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et puis, donc, Kennedy ne s'est pas laissé faire. Avec ses copains, là, ils ont attaqué sur le plan judiciaire en disant « faut nous les montrer. Vous avez dit qu'ils existaient, montrez-les-nous. » Et en 2018, le gouvernement américain a répondu officiellement « ces documents n'existent pas. Il n'y a pas de documents. Donc, vous aviez raison, enfin, en quelque sorte. » Et c'est acté par une décision du tribunal. Donc, première requête, soumettre au même processus d'AMM, avec un peu de suivi long, non pas 8 jours ou 4 jours après le vaccin de surveillance, un contrôle placebo et une responsabilité des laboratoires qui mettent sur le marché éventuellement un vaccin. Deuxièmement, il y a rendre obligatoire les déclarations d'événements indésirables des vaccins et automatiser les bases de données, parce que vous savez qu'on vous a dit qu'elles étaient peu efficaces. C'est absolument validé. C'est à 1 à 10% des effets et toutes les bases de données américaines, c'est pareil. Donc ils veulent fluidifier ça et le rendre obligatoire, ce qui fait que ça sera une faute de ne pas le faire. Troisièmement, s'assurer de la transparence et des non-conflits d'intérêts des experts qui sont chargés de mettre sur le marché les produits pharmaceutiques. Vous savez qu'en France, c'est ce qu'on appelle l'AMM, mais il y a deux choses très différentes. Il y a les commissions d'AMM, où là, on réfléchit, on essaye de voir si le produit ou le médicament ou le vaccin apporte réellement quelque chose. Et puis, il y a ensuite une commission beaucoup plus discrète qui s'occupe du prix. Cette commission était particulièrement appréciée par M. Cahuzac, notamment. Et donc, aux États-Unis, c'est pareil. Troisièmement, pas de conflit d'intérêts, savoir peut-être tirer au sort des experts, on ne sait pas. Enfin, quatrièmement, les anciens vaccins, eux, ils ont été commercialisés avant qu'on exige tous ces critères d'efficacité par des essais thérapeutiques contrôlés. Et donc, la décision est il faut les retester aussi, ceux-là, parce qu'ils ont un droit acquis. Bon, voilà. Cinquièmement, étudier la susceptibilité individuelle aux effets graves des vaccins. Ça veut dire, en fait, faire des études de ce qu'on a appelé aujourd'hui, ici, la pharmacologie active, c'est-à-dire faire des études de cohorte. Voir à long terme les vaccinés et les non-vaccinés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a davantage
d'effets secondaires, lesquels, est-ce qu'il y a des gens particulièrement sensibles, etc. En gros, ça veut dire faire des études de cohorte. Et sixièmement, c'est là que ça nous intéresse, il rejoint la Ligue, garantir le consentement pleinement éclairé et le droit individuel de refuser une vaccination, c'est-à-dire la liberté. Alors, il n'est pas vraiment anti-vax. Vous savez qu'il a la voix très chevrotante quand il parle. En fait, c'est lié à une laryngite qu'il a eue après un vaccin, H1N1, pardon, encore une erreur de frappe. Mais il n'est pas encore membre de la Ligue, mais il va le devenir, je pense. No Vax Mandate, ça c'était en 2022, devant le mémorial de Lincoln à Washington. Il veut la liberté, c'est-à-dire qu'il veut, quel que soit le bénéfice possible, que les gens puissent choisir. Donc il est quand même intéressant, ce Bobby. Les gens devraient avoir le choix. Ce choix doit être éclairé par les meilleures informations disponibles. Je vais m'assurer que les études de sécurité et d'efficacité sont accessibles pour que chacun puisse évaluer individuellement si ce produit est bon pour lui. Donc liberté à cause de la transparence, sécurité, lutte contre la corruption. Alors, dans son programme et dans son projet, il n'est pas seulement basé sur les vaccins, même si c'est très important, même si c'est au fond ce qui lui a été reproché le plus, d'être critique ou vaccino-sceptique au minimum, c'est qu'il a pris en compte l'état de santé des Américains qui n'est pas fameux. Puisque vous savez qu'il y a une épidémie de diabète et d'obésité, il y a un recul de l'espérance de vie. Ils n'ont aucune leçon à donner, il y a une augmentation de la mortalité. Le système de santé est extrêmement coûteux et finalement peu efficace puisque la mortalité augmente et les indices de santé publique baissent. Là, dans la période récente, il a voulu candidater à la place de Biden. Donc, il a été blackballé. Parce que je passe sur la période Covid, parce que période Covid, il a écrit son bouquin, il est extrêmement... Il n'est pas complotiste, mais il dénonce... il dénonce la corruption du Fauci. Sur le premier bouquin que je vous ai montré, là, c'est 300 pages. Il est d'ailleurs assez difficile à lire, mais il y en a bien au moins 150 consacrés à l'affaire Fauci et consorts. Donc, on lui a gardé une petite dent. Il a été exclu de tous les réseaux sociaux, y compris son association. Et il a été interdit de primaire démocrate. Il n'a même pas le droit de se présenter à l'élection primaire. Donc, du coup, il se met candidat indépendant en mars 2024 avec Nicole Shanahan. Vous voyez, des fois, il y a des retours de l'histoire. Nicole Shanahan aurait été vice-présidente. Alors, c'est une personne d'origine chinoise qui a un fils autiste. Donc voilà, et qui est surtout l'ex-femme du fondateur de Google. C'est-à-dire qu'elle lui a dit, si tu veux 20 millions de dollars, si tu n'as pas assez avec tes revenus d'avocat, je te donne 20 millions de dollars pour faire ta campagne. Donc il est parti. Et il a eu beaucoup de succès, jusqu'à 20% dans les sondages en 2023, puis il a chuté un petit peu. Et en août 2024, il était en train de chuter, et là, il a monnayé son poste et son soutien à Donald Trump, et puis il a lancé le fameux slogan MAHA, c'est-à-dire Make America Healthy, en bonne santé à nouveau, comme Trump avait dit, Make America Great Again. Et puis après, il y a eu l'investiture de Donald Trump. Il a fallu qu'il a proposé immédiatement Kennedy comme ministre de la Santé. Et là, l'audition devant le Congrès, devant le Sénat, a été absolument épique parce qu'il a été pris à partie, mais de façon extrêmement violente par des... J'en parlerai peut-être à la fin si j'ai le temps, par au moins 4 sénateurs qui sont Bernie Sanders, l'ancien candidat à la primaire démocrate, dont les conflits d'intérêts se montent à 2 ou 3 millions d'euros par Big Pharma. Donc ça a été très difficile, mais finalement il est passé, il a été validé et il est ministre. Donc il a un programme non vaccinal assez important qui rejoint un peu les préoccupations de Claude Janvier, la lutte contre la malbouffe, les aliments hyper transformés, les additifs.
l'accès aux soins beaucoup plus juste, levée de l'immunité des laboratoires pharmaceutiques, rétablissement des libertés médicales, favoriser l'activité physique, favoriser le caractère individuel de la santé, responsabilité personnelle. Et donc, il a annoncé également des études environnementales, les effets des ondes électromagnétiques, les microplastiques, les pesticides, le glyphosate vont être un peu sur la sellette. Les additifs alimentaires, ça vient d'être décidé. Vous savez qu'en matière d'addiction médicamenteuse, on estime à 300 000 morts, 300 000 morts, l'addiction à des dérivés opioïdes entre 1993 et 2002 aux États-Unis. Il y a des millions de cas d'enfants, de personnes de plus de 18 ans, des millions qui sont victimes d'accidents thérapeutiques ou d'ordonnances. Donc voilà. Il a aussi insisté sur la fluoration de l'eau, qui est censé diminuer les caries, qui est en fait en gros toxique. Ça, c'est une photo tirée du site de Children Health Defense. Vous voyez que le fluorure de sodium est un toxique hautement toxique. C'est pourtant avec ça qu'on prétend rendre l'eau plus favorable aux caries et moins favorable aux caries. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les premières décisions qui sont toutes récentes et ça change tous les jours? La première mesure, qui me paraît extrêmement importante, c'est outre la sortie des COP21, c'est la sortie de l'OMS par Trump. Donc vous savez que l'USA était le premier financeur à 15,59 milliards devant la fondation Bill et Melinda Gates, 12,6 milliards, et Gavi, qui est une autre filiale plus ou moins Gates, pour les vaccins. Parce que l'OMS, en fait, est devenue une boîte privée, indirecte, pilotée par Gates. Bon, c'est tout. Qui a dit que son retour sur investissement était très voisin de 1 sur 20. C'est-à-dire, quand il donne 1 milliard à l'OMS, il pense en récupérer 20. Quoi. Alors, il y a eu aussi une bagarre pour la nomination des responsables des grandes divisions du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, c'est quand même énorme. C'est 20% du budget fédéral, 130 milliards de dollars, 82 000 salariés. Alors, il n'a pas pu placer tout le monde, mais il a quand même casé beaucoup de gens. Bata Acharya, là, NIH, c'est l'équivalent de l'INSERM en France. À la FDA, c'est Marty Makary. Au CDC, Dave Weldon, qui voulait placer, n'est pas passé au Sénat. Donc c'est nommée Suzanne Monarez à surveiller de près. Et à Medicare, c'est un médecin d'origine turque qui avait défendu l'hydroxychloroquine. Donc ça fait quand même globalement, au moins sur le papier, assez mal. L'autre décision importante de Trump, c'est le démantèlement total de l'USAID, c'est-à-dire 58 milliards de dollars. Cette organisation-là a été très curieuse parce que, comme ça a été dit, elle finançait tout et n'importe quoi. Elle a financé le labo du Wuhan en direct, elle finançait Gavi qui finançait elle-même l'OMS. DEI, ça veut dire diversité, équité, inclusion, c'est-à-dire que si vous êtes afro-américain, lesbienne, vous avez plus de chances d'être directeur ou trans, directeur de la santé ou d'un grand département de la santé que si vous êtes compétent. Quoi. En gros, c'est ça. C'est ce qui s'est passé pour les incendies en Californie. Les deux patrons des pompiers ont dit « Mais nous, on n'est pas là pour connaître où sont les réserves d'eau. On était là pour la diversité. » D'accord. Bon, alors d'autres petites décisions qui intéressent la santé. Il y a eu Trump a mis fin au financement fédéral des écoles qui avaient imposé la vaccination contre le Covid. Il y a un essai pour un futur vaccin contre le Covid de la société Vaxart qui était à hauteur de 4,7 milliards de dollars financé par l'État américain et qui a été suspendu. Il a vu passer les subventions à la Gavi à hauteur qui était prévue à 2,53 milliards de dollars
Il les a arrêtés à 881 millions. Et puis le ministère a été réorganisé avec l'aide des algorithmes de Musk. Il y a eu moins 20 000 personnes sur les 82 000 qui sont destinées à gicler, moins 3 500 à la FDA, vous voyez les chiffres, diminution des bureaux régionaux, suppression de la diversité, équité, inclusion, etc. dans le ministère. Et puis, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il y a la création apparemment d'une sous-agence spécifique des effets toxiques des vaccins, du Covid long, de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, dont il a été reconnu qu'elle était d'origine qu'elle était une arme de guerre bactériologique par déclassement de dossiers. Qu'est-ce qu'il y a comme autre décision toute récente? On a parlé hier soir, ils ont annoncé la suppression des colorants, mais pas tous, des colorants d'origine pétrolière, pétrochimique, pour se mettre au niveau de la législation européenne qui autorise des colorants naturels. Ça, c'est la FDA. Il y a aussi Trump a accusé Fauci d'avoir laissé libérer un virus avec un gain de fonction. Je vous ai dit que Wuhan avait été financé par l'USAID. Donc là, il n'y a pas encore de décision, mais je crois que ça couve quand même sur le plan judiciaire. Il y a notamment au niveau des procureurs généraux des États qui vont peut-être attaquer la bande à tous les responsables de la crise Covid, du traitement Covid. Alors l'opposition est extrêmement forte, très très forte. Dans le livre Vacciné, non vacciné, il est raconté que Kennedy avait contacté Trump et Trump lui avait dit oui, on va faire une commission sur la toxicité des vaccins et on va mettre à plat le problème des vaccins. Le problème, c'est qu'il a nommé à la FDA, Trump, et ça a été validé par le Congrès américain, le Sénat, pardon, a nommé Gottlieb, qui, au bout d'un certain temps, est parti chez Pfizer et qui a été remplacé à la tête, comme au ministère de la Santé, par quelqu'un qui arrivait d'une grande direction d'Eli Lilly. Donc, on n'a plus parlé de la commission sur les vaccins, de la grande enquête, ça c'est terminé. Il faut dire que Pfizer avait versé $1 million pour la campagne de Trump. Que Bill Gates a financé Harris, à hauteur de je ne sais plus combien de millions de dollars. Nous sommes dans un autre monde au point de vue des dollars. Pendant le Covid, je vous l'ai dit, il a été exclu de ses réseaux sociaux, il a été marginalisé comme exclusion. Quand il a annoncé sa candidature, il a été interdit au Parti démocrate, qui est son parti d'origine. Voilà. Et quand on a parlé de sa nomination comme ministère avant que Trump prenne le pouvoir, on est allé chercher sa famille, une cousine germaine qui a dit « Ouais, il se droguait quand il était à Harvard. On a fait signer 52, ou je ne sais pas combien, prix Nobel contre sa promotion au ministère de la Santé. » Alors, je ne vous parle pas de l'audition au Sénat. J'ai vu des films, ça a été absolument horrible. Il y a notamment, donc, il y a eu Bernie Sanders, mais il y a nommé Warren aussi, qui a 1,5 million d'euros de pot de vin pour Big Pharma, parce que j'ai tous les montants qu'il a accusé d'être un avocat véreux, en quelque sorte, qui se faisait du fric et qui allait faire mourir les enfants tout en se faisant du fric sur l'industrie. Donc ça a été terrible. Alors il a fini par répondre, attendez, il n'y a pas que la corruption des agences, il y a aussi la corruption des sénateurs. Donc vous. Après, il y a sa copine là, qui aurait été vice-présidente s'il a été président, Shanahan, qui a dit « Moi j'ai de l'argent. Vous, les sénateurs qui avez voté contre Kennedy, là, j'ai assez d'argent pour financer des candidats dans chacun de vos circonscriptions. » Alors, c'est absolument extraordinaire. Donc, il est quand même passé. Ça les a fait taire, la corruption, quand même, parce qu'ils étaient eux-mêmes conduits. Alors là, qu'est-ce qui se passe maintenant là, vous avez vu l'opération Rougeole, l'opération médiatique Rougeole. Un enfant au Texas est mort parce qu'il n'était pas vacciné.
Et il n'est pas mort parce qu'il a eu la rougeole, et il est mort parce qu'il a eu une complication infectieuse pulmonaire de la rougeole non traitée par antibiotiques, parce que, étant donné que c'est machin, vous n'êtes pas vacciné, c'est votre faute. Maintenant, il n'y a plus de microbes. La vraie cause de la maladie, c'est la non-vaccination. Vous avez compris? Ça y est, c'est dans les têtes. Le président du MEDEF français a déclaré avant-hier qu'il était normal de ne pas rembourser les gens qui ne se faisaient pas vacciner. Et de quoi je me mêle? Je vais lui répondre à lui. Donc c'est dans les têtes. Donc la rougeole, elle a été maltraitée, la fillette qui est morte. Après, il y a aussi l'opération Stand-up for Science. Tous les licenciés là, qui s'occupaient de théorie du genre, parce qu'il fallait voir les... alors, la propagande française est quand même terrible. On a fait venir quelqu'un. Oh oui, les mathématiciens américains vont venir en France. Mais ce n'est pas eux qui sont licenciés. On n'a pas foutu dehors. C'est toutes les sciences humaines sur le genre et voilà, qui proliféraient. Bon, alors donc on va les accueillir en France. Macron, tu parles, voilà. Donc tout ça, c'est de propagande. Alors attention, j'attire votre attention sur 2 autres faits qui se passent maintenant en France. Et Madame Buzyn revient. Madame Buzyn, dont les compétences sont très étendues, puisqu'elle est à la fois, quand elle était secrétaire de la Société d'hématologie, elle était au conseil d'administration du CEA. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Elle est maintenant à la Cour des comptes en matière de défense et d'armement. Voilà, donc c'est elle qui va contrôler les comptes de la France et des opérations militaires. Non, mais c'est vraiment c'est elle qui a dit que, d'ailleurs, le fait qu'elle ait rendu obligatoire les 11 vaccins, c'était ce dont elle était le plus fière. Et c'était que grâce à elle, on avait retrouvé la confiance dans les vaccins. Elle a dit ça à l'Académie de médecine. Elle est sur le site. Il y a eu des émissions sur les vaccins. Donc, Madame Agnès Buzyn revient. Mais pas pour ça. Elle revient elle a fondé une société Évidence. C'est-à-dire que elle trouve du pognon. Hein. Mettez la main à la poche. L'INSERM, le CNRS, l'AP de Paris, probablement les hospices civils de Lyon. Les gros budgets vont donner de l'argent pour qu'on parle de la science. La science, ça va être la science des vaccins. Bien sûr. Hein, parce qu'on les excite, là. Il y a plein de lettres qui arrivent. Tous les 8 jours, ils reçoivent des lettres qui vont au panier, qui sont classées comme anti-vax. Et donc, il y a le pendant de Stand-up for Science américaine en France avec Madame Buzyn. Et puis, il y a les décisions toutes récentes de monsieur le ministre de la Santé française qui va créer une agence pour vérifier la désinformation et les fausses informations. Mais monsieur Naudier, si vous me regardez, je suis prêt à discuter de la science, des vaccins. Discutons-en. Voilà, j'ai fini. Il y a d'autres décisions qui couvent, à mon avis, aux États-Unis. Ce sont des décisions d'ordre juridique et judiciaire. Hein, parce qu'il y a notamment, en réponse à la Cour suprême de Caroline du Nord, j'ai vu passer ça très récemment, a statué sur les droits constitutionnels, y compris l'autorité parentale, en disant qu'il ne pouvait en aucun cas être outrepassé par des lois médicales d'urgence. Donc ça va autoriser la condamnation, parce que ça a été fait dans un procès où un enfant avait été vacciné de force sans consentement de ses parents. Et donc ça, je ne sais pas. Alors, par contre, je ne suis pas juriste américain, je ne sais pas si c'est uniquement un problème d'État ou de fédéral, hein, mais c'est probablement au niveau des États. Voilà, donc c'est un espoir, mais à surveiller. Il faut surveiller les décisions. Il ne s'agit pas d'admirer les signatures devant les caméras. Il faut voir les décisions réelles. Il faut voir comment ça s'applique dans la réalité de la vie des gens. Et si jamais, comme on le pense, comme ça s'est subodoré, les vaccins anti-ARN, les vaccins ARN messagers sont interdits aux États-Unis ou arrêtés, ça va être très très fort. Hein.
c'est, paraît-il, dans les tuyaux, au moins pour les enfants. Ça s'est murmuré au ministère américain de la Santé, mais si ça se fait, ça sera très important. Et la deuxième chose, c'est s'il arrive à laisser aux États la possibilité de la liberté. Voilà, supprimer le caractère obligatoire. Donc il n'est pas vraiment anti-vax, Robert, puisqu'il a reconnu qu'on pouvait se faire vacciner contre la rougeole. Hein, c'est qu'on avait le droit de se faire vacciner. Mais il veut respecter la liberté. C'est un peu la position de la Ligue, quand même. Hein. Donc, ne serait-ce que pour ça, il faut le remercier.